Carl Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient. Chapitre 2. Les conséquences de l'assimilation de l'inconscient. L'assimilation de l'inconscient est un processus qui entraîne et détermine des phénomènes inattendus et singuliers. Au cours de la prise de conscience de leurs matériaux inconscients, certains sujets édifient une conscience d'eux-mêmes et un sentiment de leur moi, qui ont quelque chose de provoquant et qui, s'affichant de façon désagréable, frappent l'entourage par leur aspect excessif. Ils savent tout et se prétendent totalement avertis de ce qui se fomente dans leur inconscient. Ils se croient parfaitement au courant de ce qui en surgit et se montrent à chaque séance plus sûrs d'eux-mêmes, prétendant en savoir plus long que le médecin. D'autres sujets, au contraire, s'assombrissent, se dépriment. Ils se sentent comme écrasés par les contenus de l'inconscient. Le sentiment qu'ils ont d'eux-mêmes, leur assurance, s'amenuisent, et ils ne savent que regarder avec une morne résignation tous les éléments extraordinaires que crée leur inconscient. Cela revient à dire que les premiers, dans l'euphorie de la confiance en eux-mêmes, assument au sujet de leur inconscient une responsabilité qui va beaucoup trop loin, outrepassant leurs possibilités réelles, alors que les seconds laissent tomber les bras, renonçant finalement à assumer quoi que ce soit d'eux-mêmes, comme fascinés par la révélation écrasante de l'impuissance du moi en face de la toute-puissance d'une fatalité agissant tel un destin dans et à travers l'inconscient. Mais si nous considérons à la lumière de l'analyse ces deux façons extrêmes de réagir, nous trouvons que derrière la confiance optimiste des premiers se cache un désarroi tout aussi profond que chez les seconds, sinon plus profond encore. Désarroi que l'optimisme conscient des premiers a pour mission de camoufler et de compenser vaille que vaille. Quant à la résignation morose et pessimiste des seconds, elle recouvre mal une volonté impénitente de domination, qui, en fait d'assurance et d'affirmations impudentes de soi-même, surpasse de très loin l'optimisme conscient des premiers. En décrivant ces attitudes réactives, j'ai voulu désigner grossièrement les extrêmes. Une discrimination plus fine des nuances donnerait une idée plus juste de la réalité, et la serrerait de plus près. Comme je l'ai montré ailleurs, chaque analysé abuse tout d'abord des connaissances toutes neuves qu'il vient d'acquérir, les utilisant pour servir son attitude névrotique anormale et avec le secret désir d'en permettre la perpétuation, à moins qu'il ne soit, dès les stades du début, à tel point guéri de ses symptômes qu'il puisse échapper à la continuation de la thérapeutique. Cette persévération est facilitée essentiellement par la circonstance qu'au début, tous les éléments sont interprétés, compris et assimilés par le patient sur le plan de l'objet, c'est-à-dire sans que l'objet extérieur soit différencié de l'imago, image intérieure correspondante. Tout est compris dans une interrelation immédiate et sans nuance avec l'objet. Quiconque, l'extraverti, est essentiellement polarisé par les autres, quiconque ayant les autres pour unique objet de prédilection et de préoccupation ne s'occupe donc que des autres, conclura de tout ce qu'il dut et put s'approprier durant cette partie de son analyse en fait de connaissance de soi-même. Ainsi donc, voilà comment sont les autres, et chacun à sa façon, avec ou sans tolérance, éprouvera à ce stade qu'il est normalement obligé d'apporter des lumières nouvelles à l'humanité et de faire part au monde de sa révélation. Par contre, l'autre, l'introverti, qui a le sentiment d'être bien plus l'objet de ses semblables qu'ils ne sont le sien, va se laisser accabler par ses connaissances nouvelles et corollairement va se déprimer. Je fais naturellement abstraction du grand nombre d'êtres qui, superficiels pour l'essentiel, sont à peine effleurés par le sérieux de ces problèmes. Dans les deux cas extrêmes envisagés, l'interrelation avec l'objet se fortifie, pour le premier dans un sens actif, pour le second dans un sens réactif.
il se produit ainsi un renfoncement manifeste de l'incidence collective. Le premier étant la sphère de son action, le second la sphère de sa réaction douloureuse. Adler a proposé l'expression de ressemblance avec Dieu pour désigner certains traits fondamentaux de la frénésie névrotique de puissance. Si j'utilise également ici ce terme que j'emprunte au Faust, je le fais dans le sens du célèbre passage au cours duquel Méphisto écrit dans l'album de l'étudiant et murmure en aparté « Suis maintenant ce vieil adage de mon cousin le serpent. Pour sûr, quoi que fait à l'image de Dieu, tu connaîtras la crainte. » La ressemblance avec Dieu concerne, cela saute aux yeux, le savoir en général et la connaissance du bien et du mal. L'analyse et la prise de conscience de contenus inconscients font qu'il se crée chez l'analysé une certaine tolérance, née d'une surélévation de la façon d'envisager les choses. Cette tolérance, à son tour, aide à accepter, à digérer des chapitres et des secteurs relativement indigestes de la caractérologie inconsciente. Cette tolérance, parfois, revêt des allures de grande supériorité et de grande sagesse, alors qu'elle n'est souvent qu'un beau geste, mais qui ne va pas sans entraîner de conséquences, car il s'agit du rapprochement et de la fusion de deux sphères, qui jusque-là étaient anxieusement maintenues, séparées l'une de l'autre, la sphère consciente et la sphère inconsciente. Après avoir surmonté des résistances qui n'étaient pas minces, mais singulièrement coriaces et retorses, l'unification des contraires est en bonne voie, au moins sur le plan des conceptions. La connaissance plus approfondie, le rapprochement cohérent d'éléments précédemment séparés et dissociés de soi-même, l'impression d'avoir ainsi, semble-t-il, surmonté le conflit moral, donnent à une certaine catégorie de sujets un sentiment de supériorité pour lequel le terme de ressemblance à Dieu ne semble pas excessif. Mais cette juxtaposition, cette proximité, oui, cette promiscuité et cette confrontation du bien et du mal peuvent, sur un autre tempérament, avoir un tout autre effet. Tenant entre ses mains les pouvoirs du bien et du mal, un être ne se bercera pas nécessairement du sentiment qu'il est un surhomme. Le cas échéant, il peut aussi bien se sentir une pauvre chose désemparée entre le marteau et l'enclume. Il ne se sentira pas nécessairement Hercule au carrefour, mais peut-être bien plus coq de noix sans gouvernail entre Charybde et Scylla. Et comme sans le savoir, l'être se trouve plongé au cœur même du conflit le plus ancien et le plus immense de l'humanité, et parce qu'il vit et supporte dans la douleur le heurt de principes contradictoires et éternels, il peut avoir l'impression qu'il est Prométhée enchaîné au Caucase ou un crucifié. Ainsi se réalise la ressemblance à Dieu dans la souffrance. L'expression ressemblance à Dieu n'a toutefois rien d'un concept scientifique, quoiqu'elle dépeigne les données psychologiques à décrire avec on ne peut plus de pertinence. Je ne m'imagine pas non plus qu'il est aisé pour tout lecteur de se représenter sans difficulté l'état d'esprit bien particulier qu'il faut entendre par ressemblance à Dieu. D'ailleurs, cette expression est bien trop littéraire. Efforçons-nous donc de circonscrire et de préciser l'état en question. Les connaissances qu'un sujet acquiert en cours d'analyse lui révèlent en général nombre de choses qui, jusqu'alors, existaient en lui à son insu, lui étaient inconscientes. Naturellement, il va appliquer ces nouvelles découvertes à son entourage, et du coup, il va discerner, ou s'imaginer discerner, chez autrui des facteurs, des motivations d'attitude, des mobiles de comportement auxquels il ne pensait même pas naguère. Dans la mesure où son nouveau savoir lui a été salutaire et lui a apporté bien-être ou soulagement, il est tout prêt à le supposer également utile aux autres. Cette attente implicite le rend facilement un tantinet présomptueux, insinuant et entreprenant,
Et même s'il est animé des meilleures intentions, car il a le sentiment de tenir en main une clé qui ouvre de nombreuses portes, sinon toutes, ce n'est pas fait pour plaire à son entourage. La psychanalyse freudienne elle-même n'échappe pas à cette inconscience naïve de ses limites, ce que l'on perçoit clairement dans sa façon de manipuler par exemple les œuvres d'art. Comme la nature humaine ne se compose pas seulement de lumière mais aussi de pas mal d'ombre, il n'y a rien de surprenant à ce que les connaissances conquises dans l'analyse pratique soient souvent quelque peu pénibles et gênantes, d'autant plus gênantes que le sujet se complaisait précédemment, comme c'est régulièrement le cas, dans des convictions et des illusions du contraire. C'est la raison pour laquelle certains sujets prennent très à cœur les nouveaux éléments de connaissance d'eux-mêmes qu'ils viennent d'acquérir. Trop à cœur même, car ils en oublient qu'ils ne sont point les seuls à être pétris d'ombre et de ténèbres. Ils se laissent déprimer et sont alors portés à douter qu'il y ait quoi que ce soit de valable en eux. C'est aussi pourquoi, par exemple, il existe des analystes de grande valeur et qui ont de très bonnes idées, qui ne les publient jamais parce que le problème psychique qu'ils entrevoient leur apparaît tellement monumental et écrasant qu'il leur semble presque impossible de l'enserrer dans une description scientifique. Ainsi donc, les sujets d'un premier groupe deviennent exubérants à force d'optimisme, et ceux d'un second groupe, par pessimisme, se rétractent, découragés, et s'enferment peureusement en eux-mêmes. C'est à peu près sous cette forme qu'apparaît, réduite à des proportions individuelles, la grande alternative fondamentale. On peut en discerner sans difficulté l'essentiel. La superbe des uns et le découragement écrasé des autres ont en effet, un dénominateur commun, l'incertitude de leurs frontières et de leurs limites. L'un se gonfle un peu comme la grenouille de la fable et prétend à une expansion démesurée, quant à l'autre il se rabougrit à l'extrême. Leurs frontières individuelles effacées, volatilisées, comme devenues inexistantes, ils ne savent plus où elles s'arrêtent et où se limitent leur moi et leur personnalité. Mais les choses se compliquent encore si nous avons égard au fait qu'en fonction de la loi des compensations psychiques, une grande humilité n'est jamais sans s'accompagner d'une grande présomption, et qu'une grande présomption va toujours de pair avec la chute imminente. Dès lors, derrière la superbe des uns, nous pouvons facilement découvrir des traits d'un sentiment craintif d'infériorité. Oui, nous découvrons même clairement une insécurité qui pousse l'exalté à prôner ses vérités, dont il est moins certain qu'il ne veut bien le dire, et à faire des prosélytes afin qu'un groupe d'adhérents sympathisants lui garantisse pour ainsi dire la valeur et le bien fondé de ses convictions. D'ailleurs, il ne se sent pas tellement à l'aise dans la débordante richesse de ces nouvelles trouvailles humaines, qu'il ait envie de rester seul à les posséder. Au fond, du fait même de ses connaissances, il se sent en marge, et la crainte cachée qu'on ne l'y abandonne l'incite à afficher partout et en tout lieu ses opinions et ses interprétations, comme pour rester inséré dans le présent et se mettre à l'abri des doutes rongeurs. À l'inverse pour l'inhibé, plus il se rétracte et se cache, plus grandit en lui l'exigence secrète de se savoir compris et apprécié. Quoiqu'il rabatte les oreilles assez proches de son infériorité, au fond de lui-même il n'y croit pas. Il sent monter de son tréfonds la conviction tenace et butée de sa valeur méconnue. Et c'est pourquoi, susceptible à l'extrême, il ressent et amplifie la moindre trace de désapprobation. C'est aussi pourquoi il arbore toujours la mine de l'incompris et du génie méconnu. Ainsi, en lui se fomente un mécontentement présomptueux et se forge un orgueil maladif. Mais l'inhibé, refusant de reconnaître ce mécanisme et étant bien le dernier à pouvoir en assumer les conséquences, c'est son entourage qui se verra réduit à le supporter d'autant plus. Ainsi donc, chacun des deux sujets que nous prenons pour exemple sera à la fois trop rabougri et trop hypertrophié. Chacun d'eux présentera réparti à l'inverse trop d'inhibition
et trop d'expansion, leurs mesures, leurs proportions individuelles, qui déjà précédemment ne devaient pas offrir une solidité excessive, se trouvant encore plus ébranlées. On pourrait juger caricatural et grotesque de choisir pour désigner un pareil état l'expression de ressemblance à Dieu. Mais comme chacun dépasse ses proportions humaines, là, celui-ci et cet autre ailleurs, chacun a quelque chose de surhumain et possède au figuré une apparence de divin. Si l'on préfère renoncer à cette métaphore, je propose de parler d'inflation psychique. Cette notion d'inflation me semble heureuse et justifiée, dans la mesure où l'état qu'il s'agit de caractériser comporte précisément une extension de la personnalité qui dépasse ses limites individuelles, telle la grenouille qui se gonfle. Dans cet état, le sujet occupe un volume auquel il ne saurait normalement prétendre. Pour ce faire, il est bien obligé de s'approprier des qualités et des contenus qui en réalité sont situés à l'extérieur de ses propres frontières. Or, ce qui se situe hors de moi appartient à un autre être ou à plusieurs, ou n'est à personne. L'inflation psychique n'est nullement une manifestation que crée seulement l'analyse. Comme elle se produit également très souvent dans la vie banale de tous les jours, nous pouvons aussi l'étudier en d'autres occasions. Un cas très courant est constitué par l'identification dépourvue de toute note d'humour de nombreux hommes avec leur profession et leur titre. Bien entendu, le poste que j'occupe est mien dans la mesure où s'y insère l'essentiel de mon activité. Mais ce poste, cette fonction, cette profession est aussi en même temps l'expression collective de facteurs nombreux. Expression qui est née historiquement de la collaboration d'un grand nombre et d'une concordance de circonstances. Sa dignité est le fruit d'une approbation collective. Dès lors, en m'identifiant à mon emploi ou à mon titre, je me comporte comme si j'étais moi-même toute cette fonction sociale complexe, ce fonctionnement structuré qu'on appelle un poste, comme si j'étais non seulement le titulaire du poste, mais aussi et en même temps la nécessité sociale et l'approbation collective de la société sur lesquelles il se fonde, qui le sous-tendent et l'arc-boutent. Ce faisant, je me suis attribué une extension et j'ai usurpé des qualités qui en aucune façon ne sont en moi, mais qui existent hors de moi et qui devraient y rester. L'état, c'est moi. Telle pourrait être la devise des sujets qui succombent à ce travers. La connaissance, elle aussi, peut déterminer une inflation psychique. Il s'agit alors, sur la base d'un principe qui est le même au fond, de circonstances psychologiques encore plus subtiles. Ce n'est pas alors la dignité d'une charge, mais des fantasmes lourds de signification qui déterminent cette inflation. Je vais m'en expliquer grâce à un exemple pratique. Je pense au cas d'un malade mental que j'ai connu personnellement et dont Meder a fait état dans une de ses publications. Ce cas a été caractérisé par une inflation poussée à un haut degré. Ce malade présentait une démence paranoïde aggravée d'une folie des grandeurs. Il entretenait des rapports téléphoniques avec la Vierge et autres entités d'égale importance. Dans sa réalité humaine, c'était un apprenti serrurier qui, dès l'âge de 19 ans, avait sombré dans un état de folie incurable. Les dons intellectuels n'avaient d'ailleurs jamais été son lot. Toutefois, il lui advint, entre autres, de découvrir l'idée grandiose que le monde était son livre d'images qu'il pouvait feuilleter à volonté. Il en donnait la preuve à la fois très simple et irréfutable. Il lui suffisait de tourner la tête pour découvrir une nouvelle page. Ne voit-il pas, en sa fulgurance primitive et sans phare, ce que Schopenhauer a décrit sous le titre du monde comme volonté et représentation? Au fond, ne s'agit-il pas d'une intuition bouleversante, issue des plus vastes profondeurs de l'être, des plus lointains confins du monde, mais exprimée avec tant de naïveté et de simplicité qu'on ne sait tout d'abord que sourire de son apparence grotesque?
Et pourtant, n'est-ce pas une vision primitive de cette sorte qui, dans son caractère essentiel, est à la base de la conception géniale que Schopenhauer eut du monde? Quiconque n'est ni fou ni génial ne pourra jamais se libérer de son insertion dans la réalité du monde, au point de ne concevoir le monde que comme une image qu'il s'en fait. Notre malade est-il parvenu à construire et à développer une pareille façon de voir? Ou bien celle-ci l'a-t-elle assailli? Ou bien encore celle-ci l'a-t-elle englouti? Son état morbide de dissolution et son inflation prouvent que c'est cette dernière hypothèse qui est la vraie. Ce n'est pas lui qui pense et qui parle, mais c'est quelque chose qui pense et qui parle en lui, et c'est pourquoi il entend des voix. Ainsi, la différence entre mon malade et Schopenhauer consiste en ceci. Chez le premier, la représentation qui s'empara de lui intuitivement en est restée au stade d'une simple ébauche mal équarrie, tandis que Schopenhauer, théâtre du même foisonnement représentatif, par-delà ce stade en détacha et en considéra l'essence dans sa conscience pour les exprimer ensuite en un langage de valeur et de portée universelle. Le philosophe, ce faisant, éleva l'intuition primitive hors de ses premiers cheminements souterrains dans la clarté diurne de la conscience générale. Elle devint un des éléments de son patrimoine. Il serait tout à fait erroné de supposer que la conception visionnaire qui s'était emparée du malade posséda une valeur et un caractère personnel. En d'autres termes, que ce fût un élément qui lui appartint. Si tel avait été le cas, nous n'eussions pas eu affaire à un malade, mais à un philosophe. Or, seul est philosophe de génie celui qui parvient à élever une vision primitive, qui n'est qu'un déroulement naturel, à la dignité d'une idée abstraite, et à en créer un patrimoine conscient de la collectivité des hommes. C'est en promouvant cette élaboration qu'il œuvre de façon personnelle, et c'est dans cette élaboration individuelle de son esprit que réside la valeur personnelle qu'il peut légitimement se reconnaître, sans basculer dans une inflation. La conception visionnaire de notre malade, par contre, constitue un dynamisme impersonnel qui se ferait naturellement une voix, une lame de fond qui bouscule et roule notre serrurier et contre laquelle il ne peut ni ne sait se défendre. Il s'en trouve même englouti et aliéné hors du monde, réputé fou, hors de portée et irrécupérable. La grandeur indubitable et impressionnante de sa conception visionnaire le gonfle et lui imprime une hypertrophie morbide. Sa vision s'empare de lui sans qu'il puisse lui s'emparer de l'idée et l'élargir aux dimensions d'une conception philosophique des choses. La valeur personnelle ne peut résider que dans l'élaboration philosophique et non point dans la vision primaire. Celle-ci, au début, chez le philosophe aussi, germe simplement et pousse ses bourgeons à partir du même fond d'idées communes à l'humanité, patrimoine auquel participe en principe tout un chacun. C'est du même pommier que proviennent toutes les pommes d'or, que ce soit un apprenti serrurier débile ou un Schopenhauer qui les ramasse lorsqu'elles tombent au souffle de la vie. Mais cet exemple nous apprend encore davantage. Il nous apprend que les contenus psychiques suprapersonnels ne sont en aucune façon une espèce de matière morte et inerte et indifférente que l'on pourrait s'approprier au petit bonheur et à son gré. Bien au contraire, il s'agit d'entités vivantes, de forces dynamiques qui exercent une grande attraction, une fascination sur le conscient. L'identification avec sa charge ou son titre possède en soi quelque chose de si séduisant que nombreux voit-on les hommes qui ne sont plus rien d'autre que la dignité que la société a bien voulu leur conférer. Il serait vain de rechercher derrière cette façade une trace de personnalité. Si on cherche quand même, tout ce qu'on trouve derrière la grandiloquence de façade, ce n'est qu'un petit fantoche assez pitoyable.
Voilà pourquoi les charges ou les titres ou les honneurs qui y sont attachés, quelle que soit la dénomination de la coquille extérieure que l'on a revêtue, sont si captivantes. Elles constituent une compensation facile, un masque commode derrière lesquels on peut dissimuler les insuffisances, les débilités, les inconsistances personnelles. La liste n'est point close. L'inflation peut relever d'autres causes que des seuls facteurs extérieurs d'attraction, comme les charges, les titres et les rôles sociaux divers. Ces facteurs-ci ne représentent que les forces impersonnelles de la vie extérieure dans la société, les dynamismes collectifs du conscient commun à tous. Mais de même que par-delà l'individu, il existe une société, de même, il existe par-delà notre psyché personnelle une psyché collective, précisément l'inconscient collectif, qui détient, comme notre exemple vient de le montrer, des foyers d'attirance tout aussi puissants. Comme dans notre premier cas, un individu peut être littéralement happé hors de lui-même par les tourbillons du monde et de ses dignités. Messieurs, à présent je suis roi. De même, un être peut tout aussi subitement être happé hors du réel s'il lui advient d'entrevoir une de ces grandes images qui l'éblouissent et qui confèrent au monde un autre visage, un autre mode d'être. Ce que j'ai voulu désigner par ce terme de grandes images, ce sont ces représentations collectives qui ont des attraits et des puissances magiques, et qui sont aussi bien sur le plan banal à la source des slogans que sur les plans sublimes à la source des expressions poétiques et du langage religieux. Je me souviens d'un malade mental qui n'avait rien d'un poète, ni ne possédait d'ailleurs de dons bien particuliers. Il était simplement d'une nature calme, un peu trop retiré et un peu trop porté par la rêverie. Il s'était épris d'une jeune fille et, comme cela est fréquemment le cas, il ne s'était pas suffisamment assuré de la réciprocité des sentiments de l'objet de son amour. Sa participation mystique, entre guillemets, primitive et naïve, lui faisait supposer implicitement que son émoi était naturellement et nécessairement aussi celui de sa partenaire, ce qui d'ailleurs se trouve le plus souvent être le cas aux niveaux les plus primitifs et les plus bas de la psychologie humaine. De la sorte, il édifia tout un monde de rêveries amoureuses. Mais celui-ci s'écroula brusquement lorsqu'il découvrit que la jeune fille ne voulait en aucune façon entendre parler de lui. Il fut pris d'un tel désespoir qu'il se précipita vers le fleuve pour s'y noyer. La nuit était fort avancée et les étoiles scintillaient dans l'eau noire qui les reflétait. Il lui sembla soudain que des couples d'étoiles descendaient le fleuve et une émotion indéfinissable s'empara de lui. Il en oublia son intention de suicide et demeura fasciné par le spectacle singulier et doux qui s'offrait à ses yeux. Et peu à peu il crut apercevoir que chaque étoile avait un visage, et que c'étaient des couples enlacés qui, rêvant, descendaient la rivière. Puis une nouvelle idée surgit dans son esprit. Tout était autre, tout s'était transformé, et aussi son destin. Sa déception et son amour ne l'habitaient plus. Le souvenir de la jeune fille était devenu lointain et indifférent à son cœur. Par contre, il le sentait nettement, une fabuleuse richesse lui était destinée, et il savait qu'un trésor incroyable était caché, qu'il l'attendait dans l'observatoire voisin. Et c'est pourquoi, en réponse à ce fantasme, il fut arrêté à 4 heures du matin par la police, qui le surprit en train de tenter de s'introduire par effraction dans l'observatoire. Que lui était-il arrivé? Sa pauvre tête avait conçu et perçu une image dantesque dont, eût-elle été exprimée en vers, il n'eût point saisi la beauté. Mais il l'avait vue, de ses yeux vus, et cette vision l'avait transformé. Ce qui, un instant auparavant, le torturait, avait disparu comme par enchantement, et par contre, un monde nouveau, de l'existence duquel il n'avait eu le moindre soupçon, le monde des étoiles qui suivent leur orbe
en toute quiétude, loin de notre ici-bas plein de douleurs, s'était révélé à lui alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil de Proserpine. L'intuition d'une fabuleuse richesse s'imposa à lui comme une révélation, enchaînement d'idées moins saugrenues qu'il ne paraît, car chacun, dans son fort intérieur, a pu vivre des cheminements semblables. Mais c'en était trop pour sa propre tête. Il ne se noya point dans le fleuve, mais dans une image éternelle, dont la beauté du même coup s'évanouit. De même donc que certains peuvent disparaître engloutis en quelque sorte par un rôle social, d'autres peuvent être engloutis par une vision intérieure, échappant ainsi à leur entourage. Certaines modifications incompréhensibles de la personnalité, telles des conversions subites et inattendues ou maintes autres perturbations en profondeur, proviennent de l'attraction exercée par une image collective. Attraction qui, ainsi que le montre l'exemple à l'instant mentionné, peut déterminer une inflation tellement poussée que la personnalité s'en trouve comme dissoute. Or, une telle dissolution de la personnalité constitue une maladie mentale, soit passagère, soit durable, une dissociation de l'âme, pour laquelle Bleuler a créé la dénomination de schizophrénie. Naturellement, une inflation aussi morbide repose le plus souvent sur une faiblesse congénitale de la personnalité, en face de l'autonomie des facteurs inconscients collectifs. Dès lors, comment se représenter la vie mentale de l'homme ? On se rapprochera sans doute au mieux de la vérité en concevant que notre psyché personnelle et consciente s'édifie sur les larges fondements d'une disposition mentale générale et héritée, qui, en tant que telle, est inconsciente et implicite, et que dès lors, notre psyché personnelle est à la psyché collective un peu ce que l'individu est à la société. De même que l'individu n'est pas seulement un être particulier et isolé de façon absolue, mais aussi un être social, de même, l'esprit humain n'est pas seulement un phénomène isolé et entièrement individuel, mais aussi un phénomène collectif. Et de la même façon que certaines fonctions sociales ou que certaines impulsions vont à l'encontre des intérêts de l'individu isolé, de même, l'esprit humain recèle certaines fonctions ou certaines tendances qui, à cause de leur essence collective, s'opposent aux besoins individuels. Cela tient au fait que chaque humain vient au monde avec un cerveau hautement différencié, qui le rend apte à une vie mentale très riche et très variée, avec des possibilités de fonctionnement mentaux qui ne sauraient procéder ni dans leur acquisition, ni dans leur développement de l'ontogénie. Dans la mesure où les cerveaux humains présentent une différenciation uniforme, les fonctionnements mentaux auxquels elle préside et qu'elle rend possible sont collectifs et universels. C'est cet état de choses qui explique par exemple le fait que l'inconscient des races et des peuples les plus éloignés les uns des autres présente des analogies, des correspondances remarquables, analogies qui se manifestent entre autres dans le phénomène, déjà souvent mis en évidence, de la concordance extraordinaire des formes et des thèmes mythiques autochtones sous les latitudes les plus diverses. L'uniformité universelle des cerveaux détermine la possibilité universelle d'un fonctionnement mental analogue. Ce fonctionnement, c'est précisément la psyché collective. En corrélation avec les différenciations de races, de tribus et même de familles, il est au-dessus du socle de la psyché collective universelle des niveaux de psyché collective correspondant aux limitations de la race, de la tribu et de la famille. Pour reprendre l'expression de Pierre Janet, la psyché collective embrasse les parties inférieures des fonctions psychiques, la part profondément enracinée qui se déroule et s'exerce en quelque sorte par automatisme. Cette part héritée est présente en chacun, donc impersonnelle et suprapersonnelle, de la psyché de l'individu. Au contraire, le conscient et l'inconscient personnel,
embrasse les parties supérieures des fonctions psychiques, donc la part qui a été acquise et développée ontogénétiquement. Donc un individu qui attribue la psyché collective qui lui est donnée a priori et à son insu à son patrimoine acquis ontogénétiquement comme si elle en faisait partie, s'attribue cela en quelque sorte illégitimement et agrandit de façon démesurée le périmètre de sa personnalité avec toutes les conséquences que cela comporte. Car dans la mesure où la psyché collective constitue les parties inférieures des fonctions psychiques et par conséquent cette base qui soutient implicitement toute personnalité, son attribution au moi va alourdir et dévaloriser la personnalité, ce qui s'exprimera dans l'inflation, soit par un écrasement du sentiment de soi-même, soit par une exaltation inconsciente et une mise en évidence du moi qui peut alors atteindre à une volonté morbide de domination. En aidant un sujet à assimiler et à intégrer son inconscient personnel, l'analyse le rend conscient de conduites, de facteurs qu'il avait bien perçus chez les autres, mais qui, pour ce qui le concernait lui avaient en général totalement échappé. Du fait de ces connaissances nouvelles, il perd de son unicité individuelle et devient plus collectif. Cette progression, cet avancement dans l'ordre du collectif n'est pas forcément péjoratif. Il peut être un bien. Car il existe aussi des êtres qui refoulent leurs bonnes qualités, s'abandonnant sciemment à leurs caprices infantiles auxquels ils cèdent sans vergogne. La tentative de lever, de supprimer, d'abolir les refoulements personnels amène tout d'abord des contenus purement personnels dans le conscient, mais ils ne sont purement personnels qu'en apparence. En fait, ils sont imprégnés de tonalités et d'éléments collectifs de l'inconscient, instincts, qualités, idées et images, et aussi de toutes nos participations partielles et statistiques aux vertus et aux vices de tout le monde. Chacun, comme on dit, a quelque chose du malfaiteur, du génie et du saint. Ainsi s'élabore petit à petit dans le conscient du malade une image vivante qui contient à peu près tout ce qui se meut sur l'échiquier noir et blanc du monde, le bien comme le mal, le beau comme le laid. Progressivement s'élabore et s'établit ainsi une ressemblance au monde que beaucoup d'esprits éprouvent avec soulagement et qui, à l'occasion, peut être un des moments décisifs du traitement d'une névrose. J'ai rencontré plusieurs patients qui, dans cet état pour la première fois, sont parvenus à éveiller l'amour d'un partenaire et à éprouver eux-mêmes de l'amour, ou à oser un saut décisif dans l'incertitude de l'avenir, saut qu'ils avaient jusque-là refusé et qui devait cependant les insérer dans un destin valable. J'ai vu d'autres malades qui, prenant cet état pour un aboutissement définitif, persistaient des années durant dans une certaine euphorie entreprenante. Certes, j'ai souvent entendu vanter de pareils cas comme des résultats brillants de la thérapie analytique. C'est pourquoi je dois souligner que les malades qui présentaient ces tableaux d'euphorie présentaient aussi un tel manque de différenciation d'eux-mêmes d'avec le monde ambiant que personne ne pouvait les prendre pour guéris. À mes yeux, il fallait les considérer comme à moitié guéris et à moitié malades. J'ai eu en effet maintes occasions de suivre de ces malades sur le chemin de leur vie, et je dois avouer qu'ils présentent souvent des symptômes d'inadaptation. Dans la mesure où ils persévèrent selon cette ligne, ils sont fréquemment gagnés par cette stérilité, cette monotonie caractéristique des êtres dont le moi est resté ou est devenu inconsistant. Je fais allusion ici naturellement aux malades qui constituent des cas limites, et non pas à ces êtres moyens, médiocres et normaux, dont les difficultés d'adaptation relèvent plus des occasions techniques et des circonstances que des problèmes de leur être. Évidemment, si le médecin et le thérapeute en moi l'emportaient sur l'homme de science, je ne pourrais sûrement pas me refuser un certain optimisme, car mon attention serait captée par le nombre des malades améliorés ou guéris. Mais ma conscience d'homme de science ne s'hypnotise pas sur ce nombre,
Elle considère plus que la quantité, la qualité des hommes. La nature se montre aristocratique, et un homme de valeur équilibre bien le poids de 10 autres. C'est aux êtres de valeur que mon regard s'est attaché de façon privilégiée, et ce sont leurs cas qui m'ont appris l'ambiguïté des résultats d'une analyse purement personnelle, et qui m'ont aussi permis de comprendre les raisons de cette ambiguïté. Lorsqu'au cours de l'assimilation de l'inconscient, nous commettons l'erreur de faire passer la psyché collective dans l'inventaire des fonctions psychiques personnelles, ce malentendu détermine une dissolution de la personnalité en ses couples de contraires, en ses couples d'éléments antinomiques binaires. Nous avons parlé plus haut du couple de contraires, folie des grandeurs, sentiment d'infériorité, qui se présentent si fréquemment au cours des névroses et de leur traitement, mais il en existe beaucoup d'autres du même ordre. N'en citons qu'un, par exemple celui du bien et du mal, le couple des contraires spécifiquement moraux, car dans la psyché collective, les vertus et les vices spécifiques des hommes ont leur place, ainsi que tout le reste. Or les uns s'attribuent les vertus collectives comme s'il s'agissait d'un mérite personnel, d'autres se chargent des faiblesses et des vices collectifs comme si ces imperfections relevaient d'une faute personnelle, et qu'elles légitimaient, rendaient indispensable une culpabilité. Or ces attitudes sont toutes deux fausses et déplacées, et aussi illusoires que les sentiments de grandeur et d'infériorité. Car les vertus que l'on s'imagine posséder et dont on se pare à tort, de même que les vices dont on s'accuse de façon imaginaire, sont pour l'essentiel les pôles antagonistes d'éléments moraux contradictoires qui relèvent de la psyché collective dont ils sont des constituants. À partir de celle-ci, ils sont devenus sensibles et perceptibles, soit spontanément, soit après qu'artificiellement, par le détour de l'analyse, on les a rendus conscients. L'exemple des primitifs montre de façon privilégiée combien il est vrai que les couples antinomiques sont inclus dans la psyché collective. Certains observateurs vantent en effet les hautes vertus de tels groupes de primitifs, alors que d'autres rapportent de la même tribu les constatations les plus sombres. Or, pour le primitif, dont la différenciation individuelle, on le sait, est à peine ébauchée, ces observations contradictoires et opposées sont toutes deux vraies, car la psyché du primitif est essentiellement collective et en majeure partie totalement inconsciente. Le primitif est toujours plus ou moins identique à la psyché collective, et c'est pourquoi il est animé par-delà toute question de responsabilité personnelle et sans contradiction intime par les vertus et les vices collectifs. La contradiction ne commence à se faire sentir qu'au moment où s'instaure un développement personnel de la psyché, moment crucial où la ratio va se mettre à discerner l'incompatibilité des éléments qui s'opposent. De cette connaissance nouvelle naît le combat du refoulement. On veut être bon, et c'est pourquoi on se sent obligé de refouler le mal. Et c'est alors que prend fin le paradis de la psyché collective. La fin de ce paradis et le refoulement de la psyché collective s'inscrivaient comme une nécessité du développement de la personnalité. Le développement de la personnalité chez le primitif, ou mieux, le développement de la personne, est une question de prestige magique. La figure du médecine man ou celle du chef de la tribu sert de guide. Tous deux se distinguent par la singularité des parures, par des signes extérieurs et par leur façon de vivre, l'ensemble exprimant leur rôle. Les signes extérieurs particuliers délimitent et isolent l'individu. La possession de secrets rituels renforce cet isolement. Par ces moyens, et par d'autres de même sorte, le primitif se crée une enveloppe que l'on peut appeler sa persona, son masque. Chez le primitif, d'ailleurs, on le sait, il s'agit bien de véritables masques, qui, pour les fêtes totémiques par exemple, servent à la transformation et à l'exaltation du personnage. Par le masque, l'individu sélectionné est mis en marge de la sphère de la psyché collective,
Et d'ailleurs, dans la mesure où il parvient à s'identifier à sa persona, il s'y dérobe réellement. Cet affranchissement de la psyché collective lui confère aux yeux de sa tribu un prestige magique. On pourrait naturellement prétendre que c'est une intention de puissance qui constitue la motivation et le moteur de ce développement. Mais cette thèse est difficilement défendable, car pour l'adopter, il faudrait oublier que l'attribution d'un prestige est toujours un produit collectif de compromis supposant toujours l'existence d'un sujet qui le recherche et la présence d'un public en quête d'un être auquel il puisse conférer ce prestige. Cette concomitance étant indispensable, il serait erroné de croire que c'est par seul appétit de puissance qu'un homme recherche ce genre de suprématie. Il s'agit d'une affaire essentiellement collective. La société, éprouvant dans son ensemble le besoin de posséder une incarnation de la puissance magique, utilise pour véhicule l'appétit de pouvoir d'un homme et le désir de soumission des masses, créant ainsi la possibilité du prestige personnel. Celui-ci est un phénomène qui est, comme le démontre l'origine de l'histoire politique, de la plus haute conséquence pour la vie des peuples en société. Étant donné l'importance, que l'on ne saurait surestimer, du prestige personnel, la possibilité de le voir se dissoudre par régression dans la psyché collective constitue un danger non seulement pour l'individu élu, mais aussi pour tous ses adeptes. Ce danger est surtout menaçant lorsque le but implicite du prestige, à savoir l'approbation générale, est atteint. Dès lors, l'élu s'est transformé en vérité collective et cela est toujours le commencement de la fin. Incarner, et de façon bien vivante, un prestige nouveau est en effet une action créatrice non seulement pour le personnage choisi, mais aussi pour tout son clan. L'élu se distingue par ses hauts faits et la masse se caractérise par son renoncement à l'exercice de la puissance. Tant qu'il est nécessaire de lutter contre des influences hostiles pour conquérir ou sauvegarder cet état de choses, l'œuvre commune reste créatrice. Mais dès que les obstacles disparaissent et que l'approbation générale est atteinte, le prestige perd de sa valeur primitive et devient un point mort. C'est alors, en général, que se produit un schisme qui donnera au processus l'occasion de recommencer. La personnalité ayant une importance considérable pour la vie de la communauté, tout ce qui pourrait déranger son développement est ressenti comme un danger. Mais le danger le plus grand serait l'effondrement prématuré du prestige dû à une irruption de la psyché collective. Un des moyens les plus communs qu'emploient les primitifs pour conjurer ce danger est le maintien du secret absolu. En effet, la pensée et le sentiment collectif, comme en général toute activité collective, s'exercent avec bien moins de peine qu'une activité individualisée. C'est ce qui explique la tentation toujours très grande de substituer une fonction collective au lieu et place d'une différenciation de la personnalité. Le nivellement et finalement la décomposition de la personnalité différenciée que protégeait le prestige magique détermine en chacun une perte de l'âme, car tout se passe comme si une fonction importante se trouvait dorénavant omise ou annulée. C'est pour cela que toute transgression d'un tabou est sanctionnée par des peines draconiennes qui correspondent à l'importance de la situation. Tant qu'on envisagerait ces faits dans la seule perspective de la causalité, c'est-à-dire comme des survivances historiques et comme des métastases du tabou de l'inceste, on ne pouvait absolument pas comprendre le sens et la portée de toutes ces mesures. Mais si l'on ajoute aux considérations historiques la perspective de la finalité, bien des choses précédemment obscures s'éclaircissent. Ainsi donc, pour le développement de la personnalité, une différenciation rigoureuse avec la psyché collective constitue une nécessité absolue, toute différenciation insuffisante entraînant une dissolution immédiate de l'individuel dans le collectif, parmi quoi il se mélange et se perd. Or le danger existe, il faut bien le reconnaître,
que l'analyse de l'inconscient ne provoque qu'une fusion de la psyché collective et de la psyché individuelle, ce qui ne saurait manquer de susciter les conséquences fâcheuses auxquelles nous venons de faire allusion. Ces conséquences sont préjudiciables soit au sentiment vital du sujet, soit à ses proches s'il exerce quelque influence et quelque autorité sur son entourage. Dans son état d'identification avec la psyché collective, le sujet en effet essaiera immanquablement d'imposer aux autres les exigences de son inconscient, car l'identification avec la psyché collective confère un sentiment de valeur générale et quasi universelle, ce que nous appelions plus haut la ressemblance à Dieu, qui conduit à ne pas voir la psyché personnelle différente des proches, à en faire abstraction et à passer outre. Le sentiment de détenir une valeur, une vérité universelle, émane spontanément de l'universalité de la psyché collective. Une attitude, une optique collective présuppose naturellement chez l'autre et les autres la même psyché collective. Cela entraîne de la part du sujet un refus catégorique, une véritable impossibilité d'apercevoir les différences individuelles et aussi les différences d'ordre général, qui peuvent exister au sein même de la psyché collective, comme par exemple les différences de race. L'impossibilité ou le refus de voir l'individuel dont on ne perçoit même plus l'existence équivaut tout simplement à étouffer l'individu, ce qui détruit au sein d'un groupe social les éléments de différenciation, car c'est l'individu qui est par excellence le facteur de différenciation. Les plus grandes vertus, les créations les plus sublimes, comme aussi les pires défauts et les pires atrocités, sont individuelles. Plus une communauté est nombreuse, plus la sommation des facteurs collectifs qui est inhérente à la masse se trouve accentuée au détriment de l'individu par le jeu des préjugés conservateurs. Plus aussi l'individu se sent moralement et spirituellement anéanti, ce qui tarit ainsi la seule source possible du progrès moral et spirituel d'une société. Dès lors, naturellement, seuls prospéreront la société et ce qu'il y a du collectif dans l'individu. Tout ce qu'il y a d'individuel en lui est condamné à sombrer, c'est-à-dire à être refoulé. De ce fait, tous les facteurs individuels deviendront inconscients, tomberont dans l'inconscient. Ils y végéteront et s'y transformeront selon une loi implacable en une manière de négativité systématique, de malignité principielle qui se manifeste en impulsion destructrice et en comportement anarchique. Ces tendances deviendront agissantes sur le plan social, chez l'individu tout d'abord. Certains sujets à tempérament prophétique deviennent l'instrument de crimes à sensation, mais elles se font sentir chez tous de façon indirecte, à l'arrière-plan par une décadence morale inévitable de la société. C'est un fait évident que la moralité d'une société prise dans sa totalité est inversement proportionnelle à sa masse, car plus grand est le nombre des individus qui se rassemblent, plus les facteurs individuels sont effacés, et du même coup, aussi la moralité qui repose entièrement sur le sentiment éthique de chacun, et par le fait même sur la liberté de l'individu, indispensable à son exercice. C'est pourquoi tout individu, en tant que membre d'une société, est inconsciemment plus mauvais, dans un certain sens, qu'il ne l'est lorsqu'il agit en tant qu'unité pleinement responsable, car fondu dans la société, il est en une certaine mesure libéré de sa responsabilité individuelle. Ceci explique qu'un groupe important, qui ne serait composé que d'hommes excellents et qui vaudrait en tout point pour ce qui est de la moralité et de l'intelligence, à une espèce de gros monstre, balourd, obtus, impulsif et sans discernement. Plus une organisation est monumentale, et plus son immoralité et sa bêtise aveugle sont inévitables. La société, en favorisant dans tous ses membres individuels automatiquement les qualités collectives, laisse le champ libre par le fait même à toutes les médiocrités cultivant à bon marché
tout ce qui est en passe de végéter de façon irresponsable. Dès lors, l'oppression des valeurs et des facteurs individuels est inéluctable. Ce processus commence dès l'école, continue au cours de la vie universitaire et imprime son sceau à tout ce qui, de près ou de loin, concerne l'État. Plus un corps social est petit, plus est garantie l'individualité de ses membres. Plus sont grandes leurs libertés relatives et les possibilités d'une responsabilité consciemment assumée. Hors de la liberté, point de moralité. Notre admiration pour les organisations colossales s'amenuise dès que nous entrevoyons l'envers de la médaille, qui est fait d'une accumulation et d'une mise en relief monstrueuse de tout ce qu'il y a de primitif dans l'humain, et d'une destruction inéluctable de l'individualité en faveur de l'hydre, qu'est une fois pour toutes, et décidément, n'importe quelle grande organisation. Le cœur d'un homme d'aujourd'hui, façonné sur l'idéal collectif moral régnant, s'est transformé en une caverne de brigands, ce que l'analyse de son inconscient révèle de façon frappante, même si cet homme n'est pas troublé le moins du monde. Et dans la mesure où il est normalement adapté à son entourage, les plus grandes folies, oui, les plus grandes infamies commises par son groupe ne l'incommoderont pas et ne troubleront pas en apparence la quiétude de son âme, pourvu que la majorité de ses concitoyens et de ses semblables croient à la haute moralité de l'organisation sociale régnante. L'influence de l'inconscient collectif sur la psyché individuelle peut être comparée à ce que nous venons de dire de l'influence de la société sur l'individu. Mais comme les exemples cités le montrent, la première est aussi invisible que la seconde est patente. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que la compréhension soit nulle envers des influences qui s'exercent sur le conscient à partir du monde intérieur, et que l'on traite d'originaux pathologiques, ou même de fous, des sujets qui en sont manifestement le théâtre. Si un de ces sujets, par hasard, est un vrai génie, c'est seulement 1 ou 2 générations plus tard que l'on se rendra compte. Autant celui qui se noie dans sa dignité nous semble banal et normal, autant nous sommes dépourvus de toute espèce de compréhension à l'adresse de quiconque délaisse les sentiers battus, cherche ce que la foule, elle, ne cherche pas, et est emportée par son aspiration hors des lieux communs. À tous deux, on serait tenté de souhaiter de l'humour, cette qualité de l'homme qui, à en croire Schopenhauer, est vraiment divine, et qui seul le rend capable de maintenir son âme dans un état de liberté. Les instincts collectifs et les structures fondamentales de la pensée, de la perception et du sentiment de l'homme, dont l'analyse de l'inconscient révèle l'efficience, constituent des élargissements tels de la personnalité consciente que cette dernière ne saurait les accueillir et les subir sans perturbation notoire. Il est donc de la plus grande importance, dans la pratique du traitement, de ne jamais perdre de vue l'intégrité de la personnalité, car si par erreur l'individu ressent et comprend la psyché collective comme une appartenance personnelle, ce contresens détermine une surcharge accablante de sa personnalité, que celle-ci ne pourra surmonter, et elle s'égarera. C'est pourquoi il faut établir une distinction aussi claire que faire se peut entre les contenus personnels et ceux de la psyché collective. Cette distinction est plus malaisée qu'il ne le semblerait au premier abord, car les plans personnels, émergeant de la psyché collective qui les a engendrés, lui demeurent intimement reliés. D'où la difficulté de trancher quels contenus doivent être dits collectifs et quels autres personnels. Il est indubitable, par exemple, que les symboles archaïques qui surgissent si fréquemment dans les fantasmes et dans les rêves sont des facteurs collectifs. Tous les instincts fondamentaux, toutes les structures de base de la pensée et du sentiment sont collectifs. Tout ce que les hommes s'accordent pour estimer universel ou général est collectif, de même que tout ce qui est donné, compris, fait ou dit de façon commune et courante. À considérer les choses de près, on ne cesse d'être étonné en constatant combien notre psychologie, réputée individuelle, comporte de facteurs foncièrement collectifs.
Cette masse d'éléments collectifs est tellement impressionnante que l'individuel en devient indiscernable. Mais comme l'individuation est une nécessité psychologique tout à fait inéluctable, le poids écrasant et tout-puissant du collectif, clairement discerné, nous fait mesurer l'attention toute particulière qu'il faut vouer à cette plante délicate nommée individualité, afin qu'elle ne soit pas totalement écrasée par lui. L'être humain possède une faculté, la faculté d'imitation, qui est de la plus grande utilité du point de vue collectif, mais qui est on ne peut plus nuisible du point de vue de l'individuation. La vie psychologique et sociale des groupes ne saurait se passer de l'imitation. Sans elle, pas d'organisation des masses, pas d'État, ni d'ordre possible, car ce n'est pas la loi qui fait l'ordre et la structure sociale, mais bel et bien l'imitation, notion dans laquelle il faut inclure la suggestibilité, la suggestion et la contagion mentale. Cependant, nous voyons aussi quotidiennement que ce mécanisme de l'imitation peut être utilisé, plus précisément, il peut en être abusé, car c'est alors une manière d'abus, en vue de la différenciation personnelle. On imite simplement une personnalité éminente, ou une qualité, ou une activité rare, ce qui entraîne extérieurement une distinction de l'entourage immédiat. Mais il s'ensuit, on serait tenté de dire comme par punition, une aggravation de la ressemblance existante avec l'entourage, qui toutefois s'est déplacée sur le plan inconscient, où elle se manifeste en une manière de lien contraignant. En général, une tentative de différenciation individuelle, entreprise par le moyen de l'imitation, s'en trouve faussée, falsifiée. Elle échoue le plus souvent et le sujet reste figé dans une attitude affectée. Il se retrouve au niveau où il se trouvait précédemment, ayant pour tout bénéfice une stérilité aggravée. Afin de découvrir ce qu'il y a au fond d'individuel en chacun, il ne faut ménager ni sa peine, ni sa réflexion. Et nous nous apercevons du coup combien la découverte de l'individualité est incroyablement difficile.